Bonjour à toutes et à tous. Je suis Isla Lotfi, responsable de la sécurité de la plateforme Ubuntu chez Canonical. Et en fait, l'un des principaux domaines d'intervention de mon équipe, c'est le confidential computing, l'informatique confidentielle. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous proposer une présentation détaillée de cette primitive technique qui va être suivie d'une démonstration. Très bien. Alors, déjà, pour toi, avant que tu entames ta présentation, euh, pourquoi il faudrait que les devs s'y intéressent? Parce que le confidential computing, il offre aux devs une primitive technique très puissante qui leur permet de protéger les données et le code de leur application contre la plateforme hôte, contre le hypervisor et contre le host operating system ainsi que le firmware. Et donc, cette capacité de se protéger contre tous ces millions de lignes de code, elle est impossible si on n'utilise pas le confidential computing. D'accord. Alors, je pense que c'est très clair. Je te laisse la parole. Moi, je me mets en mute et je me cache. Et très bonne session à toutes et à tous. Merci François. Et alors, commençons par les couches d'abstraction, qui sont un concept vraiment très puissant. Les couches d'abstraction nous aident à mieux gérer les systèmes complexes en les décomposant en éléments plus simples. Et donc, chaque couche, elle masque les détails de fonctionnement des couches inférieures, ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur la tâche à accomplir et d'utiliser les interfaces existantes pour tout le reste. Effectivement, en informatique et en conception de systèmes, nous faisons un usage extensif de ce concept. Et, par exemple, en tant que développeur d'applications web ou mobile, vous n'avez absolument pas à vous soucier d'implémenter un CPU scheduler, par exemple, un driver pour l'accès au I/O, ni un système de gestion de la mémoire. Vous consommez simplement ces services à partir de l'interface fournie par le logiciel sous-jacents tels que le kernel, le hypervisor ou le System Management Mode, SMM. Et c'est ça ce qui est puissant. Ces couches d'abstraction, elles vous permettent de vous concentrer et de concentrer votre énergie sur les tâches métiers à accomplir. Mais aussi avantageux que cela soit, ce paradigme présente des défis réels en matière de sécurité des données. En effet, les logiciels systèmes privilégiés se voient accorder un accès entier à vos données, des données qui vous appartiennent et qui pourraient être sensibles ou confidentielles. Par exemple, le système d'exploitation, il a un accès complet aux données de la machine virtuelle. Et si vous avez des clés de chiffrement, des mots de passe ou des données de santé dans votre VM, alors le système d'exploitation, l'OS ou le hypervisor, il peut tout lire. Et comme on le dit en anglais, it's not a bug, it's a feature. C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est simplement ainsi que fonctionnent les ordinateurs. Alors, avant de continuer, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici pour définir ce que c'est le logiciel de système privilégié, car cela est très important pour la suite de notre conversation. Du point de vue d'une machine virtuelle GuestVM, le logiciel système privilégié est constitué du hypervisor, du host operating system et de tout le firmware, le BIOS qui fait partie de la plateforme. Alors, le logiciel système privilégié est composé de millions de lignes de code. Ça, c'est un fait. Il devient donc naturel de se poser la question, quels défis peuvent en émerger? Beaucoup de choses peuvent mal tourner. Il se peut que les développeurs d'un OS kernel aient introduit une vulnérabilité du type buffer overflow qui, si elle est exploitée par des tiers ou par d'autres VM, peut compromettre votre code et vos données. Mais il se peut aussi que le fournisseur du hypervisor soit malveillant et ait introduit un backdoor dans le codebase de la version que vous utilisez. La même chose pour le host operating system et le firmware. Pour toutes ces raisons, il devient donc très important de protéger votre application contre le host. Mais n'est-il pas suffisant de chiffrer les données au repos, c'est-à-dire au niveau du disque dur, par exemple?
Ou que dire de l'exécution dans un conteneur ou une machine virtuelle? Bah, toutes ces mesures, elles sont très importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Pour mieux comprendre, je vous invite à suivre le parcours des données à travers ces trois phases. Alors, les données, elles peuvent être stockées sur le disque dur et pour les sécuriser, nous pouvons justement utiliser des techniques comme full disk encryption. Et lorsque nous voulons les envoyer sur le réseau, nous pouvons utiliser des protocoles secure comme le HTTPS. Par contre, lorsqu'il est temps de les traiter, nous devons transférer nos données du disque dur vers la RAM, la DRAM, la mémoire système et les déchiffrer. Et c'est précisément cette lacune en matière de sécurité que le confidential computing comble. Le confidential computing a pour objectif de protéger les données pendant leur traitement au niveau de la system memory, la RAM. Alors, en termes simples, l'informatique confidentielle, elle vous permet de protéger votre code et vos données contre le logiciel système privilégié, Privileged System Software. Et ce que ça veut dire, c'est que même si le hypervisor est malveillant, par exemple, ou s'il est compromis par un backdoor, il ne peut plus accéder à votre VM, à votre machine virtuelle. Mais comment cela fonctionne-t-il? Alors, la principale primitive est le chiffrement de la mémoire de la system memory. Et j'insiste ici sur la system memory, c'est-à-dire la DRAM, et non sur la mémoire secondaire comme le disque dur. Les CPU modernes disposent désormais d'un nouveau composant, c'est un moteur de chiffrement AES 128, et ce moteur, il chiffre toutes les pages de mémoire en temps réel lorsqu'elles sont écrites dans la DRAM, et les déchiffre lorsqu'elles sont lues. La clé de chiffrement, elle est unique pour chaque VM, et après, elle est stockée dans le CPU où le logiciel ne peut pas y accéder. Ce que cela signifie, c'est que même si un hypervisor est malveillant et tente de dumper la mémoire de votre VM pour obtenir vos secrets, il ne recevra que du texte chiffré. Alors, voyons comment cela fonctionne dans cette démonstration. Peut-être que oui. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici deux VM qui fonctionnent sur la même plateforme. L'une, c'est une VM confidentielle et l'autre est une VM normale. Dans chacune des VM, nous allons cloner un GitHub repo privé en utilisant une clé SSH privée. Et nous supposons ici que le hypervisor est malveillant et qu'il va tenter de dumper la mémoire système des deux VM. Comme vous pouvez le voir à gauche, lorsque nous cherchons dans la mémoire dumped, nous ne trouvons rien dans la VM confidentielle car la mémoire elle est chiffrée. En revanche, nous parvenons facilement à récupérer la clé privée dans la VM normale. Le chiffrement de la DRAM est très important. Cependant, nous pouvons pas simplement faire confiance à la plateforme hôte pour l'activer et l'utiliser. Parce qu'il se peut que la plateforme hôte soit malveillante et qu'elle décide de ne pas le faire. Et c'est pourquoi que toutes les technologies du confidential computing, elles nous offrent une primitive appelée attestation, remote attestation, qui est gérée entièrement par le silicon hardware et qui nous permet de vérifier les affirmations de la plateforme hôte. Alors, on a ici, sur cette slide, oui, on voit qu'il y a différents fournisseurs du silicon et qui proposent des solutions variées pour mettre en œuvre le confidential computing. Sur les architectures x86, Intel nous propose à la fois Intel SGX, Software Guard Extensions, et Intel TDX, Trust Domain Extensions. Et de son côté, on a AMD qui nous propose AMD CVSNP, Secure Encrypted Virtualization with Secure Nested Paging. Alors, juste une question, oui. Est-ce que sur les deux puces, donc x86, que ce soit de l'Intel ou de l'AMD, est-ce qu'on est en est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on est obligé de différencier les deux architectures quand on met en place?
Alors, ça dépend largement du hardware que vous avez. Donc évidemment, si vous avez du CPU Intel, vous allez devoir choisir entre le SGX et le TDX. Mhm. Si vous avez du AMD, vous aurez accès à AMD CVSNP. Mais en pratique, le TDX, il est équivalent plus ou moins à la CVSNP. Pour le D'accord. SGX, il est unique à l'architecture Intel. D'accord. Donc, en fait, c'est plus ou moins trop transparent et donc on n'a pas trop à se soucier, sauf vraiment dans des points très, très précis, donc. Exactement. Voilà. C'est des détails de silicon hardware architecture, mais en tant que développeur, c'est vraiment les mêmes interfaces que vous allez utiliser indépendamment du underlying hardware. Alors, tu me disais aussi en préparation de cette session que sur la partie ARM, on commence à voir apparaître des choses, mais que c'est pas encore vraiment en prod. Exactement. On a une solution qui s'appelle ARM CCA dans l'architecture V9. Et puis, comme vous savez, il faut attendre que les manufacturers du Oui. IP ARM ils décident de comment et quand implémenter le hardware avec le Confidential Computing CCA. Mais on a beaucoup de patches qui sont en process d'upstreaming dans le kernel QEMU. Donc, je crois que on pourrait avoir des capacités confidential computing sur ARM en 2027. Ok, très très bien. Voilà, Je te laisse continuer. merci. Merci. Euh, alors, prenons maintenant l'exemple d'Intel TDX et supposons que vous avez du hardware TDX et que vous souhaitez justement commencer à utiliser des VM confidentiels. Il serait nécessaire que tout le software stack ait les patchs nécessaires. Cela s'applique au système d'exploitation hôte, le host operating system, le guest operating system, KMU, les BERT, mais aussi le firmware qui s'exécute dans la guest VM, notamment au VMF. Et comme vous le savez, le upstreaming est un processus qui prend du temps. Et pour simplifier cela, Canonical vous propose des images Ubuntu optimisées pour TDX. Et vous pouvez simplement vous rendre sur notre GitHub repo canonical/tdx et les utiliser gratuitement dès aujourd'hui. Si vous préférez utiliser le confidential computing dans le public cloud, je suis heureuse aussi de vous annoncer que des VM confidentiels Ubuntu sont disponibles chez tous les fournisseurs de cloud, du public cloud. Vous en aurez chez Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud et aussi AWS. Alors, attends, oui, sur cette vidéo, je vous montre tout simplement comment trouver des VM confidentiels Ubuntu sur Azure. Donc, il vous suffit de taper Ubuntu CVM ou Confidential Computing dans le Marketplace Azure et puis tout simplement de choisir la version que vous préférez. Vous voyez ici, on a du Ubuntu 2204, 2404 et 2004. Alors, si l'application que vous souhaitez protéger est une application AI, Artificial Intelligence, vous aurez besoin d'utiliser des GPU justement pour obtenir de bonnes performances. Aujourd'hui, cela est possible grâce au GPU NVIDIA H100 qui dispose d'un mode confidentiel. Alors, Ubuntu vous propose aussi un aperçu de cette Confidential AI Solution sur Microsoft Azure que vous pouvez aussi utiliser d'aujourd'hui. Et j'ai préparé une démonstration pour vous pour la Confidential AI parce que alors, pour rendre la chose en fait plus concrète, nous exécutons ici sur cette démo du Kubeflow, qui est un framework MLOps. Nous avons déjà démontré le chiffrement de la mémoire système et donc maintenant je vous montre l'attestation. Ce que vous avez vu en fait, c'est une requête au hardware root of trust et ce rapport, il va vous permettre de vérifier si vraiment Azure a activé le chiffrement de la mémoire, si tous les paramètres ils sont corrects, si tous les paramètres de configuration sont conformes à nos attentes, tant que le processeur que pour le GPU, et surtout, si le hash du logiciel chargé dans la CVM correspond bien à ce que nous attendons. Alors, je fais ici un zoom in pour bien voir les résultats du Attestation Report. Donc, comme vous voyez, il comporte deux parties.
une pour le CPU que vous voyez ici et une autre pour le GPU. Alors, concentrons-nous maintenant sur l'attestation du CPU et permettez-moi de souligner les principaux paramètres à vérifier. Donc, notamment le hash, the hash du logiciel chargé qui est comporté du OVMF, le firmware, du guest operating system et de votre application. Vous pouvez aussi vérifier que le secure boot, s'il est activé ou désactivé. Et parce que vous passez aussi des data, des user data vers le hardware root of trust, le rapport d'attestation, il vous permet de vérifier que le host operating system ou le hypervisor, il n'a pas changé ses valeurs quand elle était en transit vers le hardware. Et maintenant, examinons le rapport d'attestation du GPU. Alors, l'un des éléments principaux à vérifier ici, c'est vraiment la version du driver du GPU, ainsi que la version du Virtual BIOS, mais aussi si les policies que vous avez définies, elles correspondent justement aux mesures attendues. Donc, une des policies est peut-être que l'une des policies, c'est que vous ne voulez pas que le GPU active le mode debugging, qui soit toujours en mode production. Et donc, ce paramètre, vous pouvez justement le vérifier dans le attestation report que le hardware root of trust, il va vous envoyer. Donc, ce n'est pas le hypervisor qui vous envoie ce rapport, c'est le silicon, c'est le hardware qui le fait. François, avec cela, nous arrivons à la fin de ma présentation et j'invite tout le monde de nous contacter et envoyez-nous vos questions, vos retours, envoyez-les à notre équipe Canonical Ubuntu en scannant le QR code lié dessus. En tout cas, je te remercie parce que c'était très, très intéressant. C'est vrai que quand on parle au dev, c'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que pour toi, quand on utilise ce genre de stack, de pile technique, ça a un impact au niveau des perfs de son application, de l'accès effectivement à ces données et est-ce qu'on peut estimer la latence que l'on a en plus ou en moins? Oui, justement, c'est une très bonne question, très importante pour les devs. Et donc, oui, il y a de la performance degradation quand vous utilisez vos VM en mode confidentiel, justement parce que vous avez du chiffrement de la DRAM en temps réel. Mais aussi, je crois que c'est impressionnant que cette performance degradation, elle est juste de 3 à 4%. Parce que le hardware, il est très bien optimisé. Et puis aussi parce que le AIS 128, il est exécuté dans le hardware et non pas sur le logiciel, dans le software. Oui. Ouais. Est-ce que pour toi, l'usage de configuration computer, c'est plus côté cloud ou est-ce qu'on peut aussi le mettre en œuvre sans difficulté sur du on-prime? Alors, est-ce que c'est important d'avoir du confidential computing dans le private cloud? Oui, absolument. Pourquoi? Parce que sur votre stack private data center, private cloud, vous aussi, vous utilisez les mêmes hypervisors et les mêmes host operating systems que les public clouds utilisent. Évidemment, s'il y a une vulnérabilité dans KVM, c'est la même vulnérabilité sur le public cloud ou sur le data center. Donc oui, il faut absolument il faut réfléchir à utiliser du confidential computing dans le data center, mais aussi parce que vous avez des insider threats, des opérateurs qui vous appartiennent, qui peuvent être malveillants et qui peuvent essayer de compromettre vos données dans leur data center. D'accord. Est-ce que tu as des usages ou des domaines d'activité ou des applications très précises où là, c'est vraiment totalement indispensable et dans d'autres cas, à l'inverse, effectivement, où on peut se dire non, c'est pas forcément indispensable de mettre en œuvre ce genre de choses? Alors, je crois que si vous avez un workload déjà vous avez une application sur le public cloud, je crois qu'il faut absolument utiliser le confidential computing parce que c'est juste une autre primitive qui est très puissante qui vous permet de vous protéger, mieux vous protéger contre le cloud provider, contre Azure, Google Cloud ou autre. Si vous êtes sur votre data center, je crois que
Oui, vous pouvez faire un exercice de risk assessment. Par Oui. exemple, si vous aussi vous avez du multi-tenancy sur votre data center, oui, réfléchissez à utiliser du confidential computing. Si vous êtes un opérateur, si votre application est en train de et traite des données confidentielles comme des public health records ou l'ID des citoyens ou des mots de passe ou des cartes, les détails des cartes de crédit, oui, je crois qu'il faut absolument utiliser du confidential computing. Pour d'autres applications où la performance est très importante, où les 3-4% you cannot afford it, je dirais non, ben oui, ça va pouvoir. Mais par contre, tu nous dis bien, enfin, tu nous reprécises bien que on n'a pas de code à modifier, hein. Oui, justement, parce que ce nouveau paradigme du confidential computing avec Intel TDX et AMD CVCMP, il se fait au niveau de la VM. Donc, vous avez des confidential VM et donc c'est vraiment du shift and lift des applications legacy. Vous pouvez les mettre sur des confidential VM sans changer votre code. Par contre, je dirais que pour Intel SGX, qui est une première génération du confidential computing sur Intel, oui, il fallait refactor. Mettre à jour, oui, 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 après, faire effectivement un refactoring de code, en fait. exactement. Mais ce n'est pas le cas pour TDX et ce n'est pas le D'accord. cas pour Bon, SAVCMP. très très bien. Alors, tu nous parles de VM. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est disponible aussi quand on utilise des conteneurs ou du cube? Très intéressant. Est-ce que vous pouvez avoir des confidential containers? Oui. Comment ça marche? Vous aurez besoin d'exécuter le container dans une VM. Donc, il y a une nested virtualisation que vous allez devoir accepter, D'accord. justement parce que les extensions TDX et CVCMP, c'est des extensions de l'architecture virtualization layer des CPU. Donc, il faut absolument avoir une notion de virtualisation pour utiliser le confidential computing. Bah, en fait, oui, en fait, tu dis en fait, il faudrait attendre que ce soit implémenté au niveau hard avec les conteneurs avant de le faire en full conteneur. Et donc là, on est obligé d'encapsuler en fait son conteneur dans la VM, quoi, en fait. Oui, il faut justement, exactement, encapsuler votre conteneur dans une VM, mais ça doit pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une VM normale, je dirais. Il y a beaucoup de micro-VM qui sont plus lightweight que le QEMU VM, par exemple. Mais je suis pas sûre que le hardware, il va nous offrir la capacité d'exécuter des confidential containers sur bare metal. Donc, je crois que vous aurez toujours besoin d'exécuter le conteneur dans une virtualization layer. Je dirais pas une VM parce que justement, comme je dis, il y a des VM plus lightweight. D'accord. Alors, juste pour conclure, on peut aussi repréciser que ce n'est pas parce qu'on utilise du confidential computing qu'il ne faut pas utiliser les bonnes pratiques de Mm. sécurité de cloud, les bonnes pratiques de sécurité au niveau du code, et que ça vient effectivement en plus de tout ce que l'on peut faire. Yeah, j'aime beaucoup cette remarque parce que justement, la confidential VM, elle vous protège de tout ce qui est en dehors de la VM, mais tout ce qui est dans la VM, c'est votre responsabilité. Donc, si vous avez du buffer overflow dans votre application, vous pouvez être exploité et vos données pourront être compromised. Oui, il faut absolument, oui. Oui, il faut avoir des bonnes pratiques du développement pour votre application, même si vous utilisez du confidential computing. Alors, j'ai une toute petite dernière question bonus pour toi. Euh, Comment ça se passe quand on fait du monitoring de VM et quand on utilise effectivement du confidential dans sa VM? Ça devient plus difficile, ça il faut l'admettre, parce que le attacker model d'une confidential VM, c'est qu'on ne fait pas confiance au hypervisor ou au host operating system. Donc, évidemment, si le monitoring se fait au niveau de ces logiciels-là, bah, ça serait plus possible parce qu'ils n'ont plus accès au code et aux données de votre VM. Par contre, vous pouvez décider de donner accès à quelques agents that you trust. Mm. Et ce qui est important, c'est que ces agents du monitoring, ils doivent être mesurés avant qu'elles ne soient exécutées dans la confidential VM. Donc Mm. oui, c'est plus compliqué. Voilà. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est juste D'accord. plus compliqué.
Très, très bien. En tout cas, ce fut un plaisir de t'entendre. Ce fut un plaisir aussi d'aborder un thème qu'on n'aborde pas très, très souvent et qu'il faut absolument que les sysadmins, que les développeurs puissent vraiment le mettre en œuvre parce que ça devient extrêmement important. Donc, si vous êtes dans une tendance de DevOps, surtout, n'oblitérez pas et dites-vous que c'est un thème très important et qu'il faut vraiment le considérer dans vos prochains déploiements. Merci à toi et merci à toutes et à tous qui nous ont écoutés. Bien évidemment, vous pouvez revoir cette live démo sur notre chaîne n'importe quand et où que vous soyez. Merci à tout le monde, merci à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.